On connaît désormais le contenu de la réforme du Code du travail voulue par le gouvernement. Édouard Philippe a présenté aujourd'hui les fameuses ordonnances. On en parle, nous, ici, avec Christine Kerdelan, directrice de la rédaction de l'Usine Nouvelle, avec Aurore Berger, députée La République En Marche des Yvelines, porte-parole du groupe LREM à l'Assemblée nationale et membre de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Bastien Lachaud, vous êtes député France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Vous êtes membre de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. Et Guillaume Durand, journaliste sur Radio Classique. Les réactions, elles sont nombreuses et notamment bien sûr du côté des syndicats les plus attendus pour la CFDT. Laurent Berger se dit déçu. Il parle d'une occasion manquée de renforcer le dialogue social dans l'entreprise. Du côté de Force ouvrière, eh bien, on attend de voir si le texte peut encore évoluer avant de se prononcer. Mais seule la CGT à ce stade entend manifester et maintient donc sa date du 12 septembre prochain. Les réactions en images. Ils ont eu la primeur des 200 pages. Syndicats de salariés et représentants du patronat, tous ensemble reçus à Matignon pour enfin connaître tous les détails de la réforme. Après plus de 2 heures, premier verdict de la CFDT, de la déception. Oui, la CFDT pense que cette réforme n'est pas à la hauteur de la modernisation des relations sociales que l'on aurait pu attendre dans un pays moderne avec les profondes transformations du travail que nous connaissons. La CFDT est pourtant jusqu'à présent plutôt favorable à la réforme, très critique. Force ouvrière se montre moins sévère. Nous allons examiner attentivement l'ensemble des textes, c'est évident, et on prendra un jugement définitif à la fin. On a consolidé la branche. Pour autant, il reste un problème sur les primes, je l'ai toujours dit. Pour la CGT qui s'est toujours opposée à la réforme, les salariés seront les premières victimes. La crainte évidemment supplémentaire, c'est que, et là c'est évident et c'est écrit, c'est la fin du contrat de travail. Soit vous êtes d'accord, soit vous prenez la porte avec rien dans les poches. La CGT est la seule grande organisation appelée à manifester le 12 septembre. Voilà, le texte doit être adopté d'ici fin septembre. Aurore Berger, aucune modification n'est possible. Il y a une phase de concertation qui a été réalisée avec les syndicats. Il y aura encore, je pense, des phases de concertation qui vont exister. Peut-être que des ajustements seront prévus. Et puis, de toute façon, après, le Parlement, en effet, ça repassera devant le Parlement qui ratifiera ou non ces ordonnances. Mais on a une majorité solide pour voter ces lois de ratification. Donc, même une forte mobilisation de la rue, ça ne changera rien. Enfin, c'est ce qu'on dit en général de toute manière du côté de la majorité. Mais vous interrogez tout à l'heure sur la question, est-ce que justement, quand on a un climat de confiance qui est en train de se réinstaurer ou des indicateurs qui repartent au vert, est-ce qu'il faut justement arrêter de réformer ? Moi, je pense que c'est un vrai travers français qui est de considérer que quand ça va un peu mieux, il faut arrêter les réformes. Au contraire, c'est parce que justement, on a des signaux qui démontrent que, notamment pour les TPE et PME, il y a eu un sondage qui était intéressant qui dit que pour la première fois depuis 10 ans, ils font confiance à l'action d'un gouvernement. C'est maintenant qu'il faut accélérer sur les réformes. Après, on nous promet depuis des semaines, des mois, une rentrée sociale extrêmement riche, chaude, tendue. C'est un droit que de manifester ou de faire grève. On verra ce qu'il en est. En attendant, il y a une seule organisation syndicale qui a appelé à manifester. Bastien Lachaud, vous aussi, la France Insoumise, vous appelez à manifester, mais à une autre date. On vous pose régulièrement la question, pourquoi finalement ne pas aller faire cortège commun avec la CGT ? Et puis surtout, pourquoi le 23 septembre ? C'est le lendemain de la présentation au Conseil des ministres. Autrement dit, c'est simplement un coup politique pour exister ? Alors, tout d'abord, nous avons décidé de ne pas nous mêler des affaires des syndicats. Donc, la CGT et Solidaire appellent à manifester le 12. Nous serons présents à l'appel de ces syndicats. Mais eux, leur rôle, c'est bien de mobiliser les salariés. Nous, ce que nous souhaitons, c'est mobiliser la société tout entière, donc y compris les retraités, y compris les jeunes, sur la thématique de ce coup d'État social. Et Emmanuel Macron n'aura pas encore signé ces ordonnances. Donc non, ce n'est pas... Entre le Conseil des ministres et la signature par Emmanuel Macron, vous espérez encore des changements. Donc. Bien sûr, c'est l'objectif. Il faut le faire reculer, parce que ce qu'il faut quand même rappeler, c'est qu'Emmanuel Macron n'a pas été élu sur ce programme-là. Non. Emmanuel Macron a été élu pour faire barrage à Marine Le Pen. Il n'y avait pas de majorité sociale pour accepter ces réformes. Il aurait dû le prendre en compte. Il aurait dû respecter cela. Il ne l'a pas choisi. Il a décidé de passer en force. Pardonnez-moi, mais Il n'y a pas de passage en ça veut dire que si Emmanuel Macron avait battu à la régulière, imaginons, Jean-Luc Mélenchon au second tour de l'élection présidentielle, vous n'auriez pas manifesté contre une loi travail de cet ordre ? En tout cas, j'imagine qu'il n'aurait pas agi de la même manière. En tout cas, surtout... Vous en savez.
Non, mais je sais qu'il y a énormément d'aigreur de la part de la France Insoumise de ne pas avoir accédé c'est pas au de second l'aigreur. tour de l'élection présidentielle, de ne pas avoir gagné l'élection présidentielle, de ne pas avoir de majorité parlementaire. Mais vous savez, on a été placé en tête par les Français qui sont souverains, en tête du premier tour de l'élection Oui, présidentielle. c'est On ça. n'a pas changé notre projet entre le premier tour de C'est la pas vrai. présidentielle et le second tour de la présidentielle, et on ne l'a pas changé au moment des élections législatives. Il n'y avait pas d'agenda caché. Tous les Français savaient, sur la méthode qu'on passerait par le choix des ordonnances, c'était annoncé, vous le savez pertinemment, vous l'avez combattu à l'époque, mais les Français nous ont donné raison et nous ont donné un mandat pour transformer ce pays. C'est pas du tout la même situation que celle qu'on a pu connaître, par exemple, vous comparez souvent avec la loi El Khomri. La loi El Khomri, en effet, on peut considérer que François Hollande n'avait peut-être pas été élu sur ce mandat-là, qu'il n'avait pas été élu sur ce projet. en tout Nous, cas, nous avons été élus sur ce projet. Vous avez été Et élu. le mandat des Français, Vous il est avez donné été élu par suffrage défaut universel, pas par la et dans rue, le pas par la rue. et dans le meilleur des cas pour réformer le droit du travail par ordonnance. En aucun cas, il n'était question de la suppression du CDI. Le CDI est supprimé. Il n'y a plus de référence au CDI. Bien sûr que, mais oui, bien sûr que le Christine Cardellan, CDI. pardonnez-moi, Bastien Lachaud, on Je va crois poursuivre le qu'il faut tour de lire en table. creux. Christine Cardellan. Je crois qu'il faut lire en creux ce que disent les syndicats. Mis à part la CGT, aucun ne vous dit c'est inacceptable, c'est scandaleux, descendons dans la rue. Ils vous disent je suis déçu. On n'était pas vraiment habitué à ça. Je suis déçu. Et FO dit même voilà ce qu'on a évité, voilà ce qu'on a obtenu et voilà ce sur quoi on n'est pas d'accord. Je suis déçu, la CFDT, c'est parfois dans le passé même Oui. associé à des projets de réforme. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. La CFDT a peut-être moins eu son statut privilégié. Même que Nicole d'habitude. Notin en 1995, au départ, n'était pas déçue par la réforme voulue à l'époque par Alain Juppé, notamment des régimes spéciaux de retraite. On lui a reproché, effectivement. Ouais. Oui. On lui a reproché. Non, mais là, il est logique que la CFDT soit déçue, ne serait-ce que parce qu'elle a peut-être fait passer moins de choses que d'habitude et que FO a peut-être eu une place un peu prééminente pour une fois. On a bien joué d'une certaine manière du côté du gouvernement dans le dialogue avec les syndicats. Est-ce qu'on a innové, Guillaume Durand ? Ce qui est tout à fait nouveau, c'est quand même le secret. C'est l'avantage de l'expérience. Le nombre de réunions de ce type où fuitaient des semaines et des semaines avant dans la presse des informations, on pourrait dresser une liste qui serait extraordinaire. En même temps, il n'y a pas, de mon point de vue, pas vraiment de surprise. C'est les prud'hommes, c'est effectivement la possibilité de s'intéresser ou de dialoguer avec des délégués qui ne sont pas forcément des délégués syndicaux dans les petites entreprises. Il y a des réaménagements entre les branches et effectivement les entreprises, mais il n'y a pas quelque chose de gigantesque dans cette affaire-là. Maintenant, pour revenir à l'aspect politique que vous abordiez tout à l'heure, il y a deux traditions françaises. Souvent, Jean-Luc Mélenchon parle de son goût pour la Révolution française. Ce matin, dans Le Point, Mélenchon parlait de Louis XIV. On voit bien qu'on est dans une situation, ça va vous paraître bizarre de faire le prof d'histoire, mais on voit bien qu'on est devant deux traditions françaises qui ont été arbitrées par les élections présidentielles, comme c'est le cas, avec une tradition qui va au-delà d'Emmanuel Macron, qui récupère l'essentiel des Républicains, une grande partie du Parti Socialiste et qui marginalise le Front National et donc vous, la France Insoumise. C'est eux qui ont gagné, c'est normal qu'ils mènent la politique globalement pour lequel ils ont élu au second tour. C'est la grande tradition de la Ve République. Alors on peut dire ces élections sont truquées, c'est Madame Le Pen qui a tout changé, etc. C'est quand même ce qui ressort de cette affaire-là et je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée qu'Emmanuel Macron n'avait pas ce mandat-là. Tous les gens, y compris les gens de droite, tous les gens comme Valls, rêvent de cette situation depuis des années, que vous pouvez critiquer sur le plan idéologique. Mais l'assouplissement du marché du travail et l'adaptation de la France au capitalisme mondial, c'est ce que réclament le patronat et l'essentiel des partis politiques en France depuis longtemps, sauf l'extrême gauche et le Front National. Bastien Lachaud, on va vous laisser réagir parce que je sens que vous Non, mais voyez là-dessus et puis... C'est clair. Vous dites qu'il n'y a rien de scandaleux. Reprenons quand même un certain nombre d'éléments concrets. Donc, il y avait la question du CDD. Il y a la question du CDI de chantier. C'est ce CDI de chantier qui existait dans le BTP qui est maintenant étendu à d'autres branches. D'autres branches à condition Oui, possibilité. bien sûr, la possibilité. Mais alors attendez, Mais qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça a de scandaleux Alors, qu'on puisse donner un CDI sur quelqu'un qui fait une mission ponctuelle de 6 ou 8 mois? Vous êtes à 3, laissez-moi légèrement le temps de développer mes pensées. Mais il faut que les gens qui nous regardent comprennent ce qu'est un CDI de chantier. Alors, un CDI de chantier, c'est les aspects négatifs du CDD, les aspects négatifs. Alors, présenté comme ça, là aussi, on ne va pas forcément mieux comprendre. Alors un CDI de chantier, c'est un CDI sur une période indéterminée, mais qui va s'arrêter à la fin d'un projet. C'est-à-dire que quand on va aller voir une banque, le banquier dira « Ah, vous avez un CDI de chantier, un CDI de projet, on ne vous prête pas. » C'est déjà le cas. Et non, à la fin, avec un CDI, les gens, ils peuvent obtenir un crédit. La norme, c'est plutôt le CDD. Alors, l'immense majorité des contrats aujourd'hui, ce sont des CDI. Par contre, ce qui est la norme, c'est que l'entrée
C'est que les embauches aujourd'hui à 86% sont des CDD. Ouais. Il est où le problème de flexibilité ? La flexibilité, elle existe déjà, elle est déjà subie. La précarité, les Français la subissent déjà. La seule chose que vous faites, c'est que vous allez encore plus loin. Parce que le CDI de chantier, à la fin, ben, il n'y a même pas la prime de précarité. Les droits à la formation, par exemple, dans le CDI de chantier qui y sont attachés. Ça, c'est important. Mais dans le CDD aussi, il y a des formations. Mais je reste persuadée que la meilleure manière de préserver les gens du chômage, c'est la qualification et c'est la compétence. C'est ça, un moment qui empêche les gens de s'insérer durablement sur le marché du travail. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, on a des gens qui ont des bac plus 5 et qui ne trouvent pas... Mais bac plus 5, ça ne veut rien dire. Bac plus 5 de quoi ? Dans quel domaine ? Avec quelle compétence ? Avec quelle qualification ? On peut y avoir un bac plus 10. Ça ne veut rien dire de ce que vous êtes, de votre qualité, de votre qualification, de votre compétence. Voilà, d'où le fait qu'il ne faut plus envoyer les gens à l'université, qu'il faut rendre sélectif l'université. C'est l'autre volet justement des réformes. D'abord, si cette réforme du travail passe sans trop de manifestations, on va dire, est-ce que ça veut dire que le gouvernement aura un boulevard pour poursuivre les autres réformes qui sont quand même annoncées là à un rythme assez rapide, parce qu'il va y avoir l'assurance chômage, la formation professionnelle et les retraites. Dans tous les cas, c'est avant peut-être l'université, puisque c'est ce que semble laisser entendre Emmanuel Macron dans l'entretien. D'ailleurs, je vais vous demander ce que vous en pensez, comment vous comprenez, vous, ces propos. Dans tous les cas, les chantiers dont vous avez parlé, formation professionnelle et assurance chômage notamment, les négociations et les concertations avec les syndicats vont être ouvertes dès cet automne. Dès cet automne. Donc, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, et moi je suis persuadée qu'on a une majorité aujourd'hui parlementaire et légitime, quoi que vous en pensiez, pour voter ces textes, parce que la légitimité, elle est issue du suffrage universel et vous devriez vous en réjouir. Et donc, ces ordonnances seront ratifiées par le Parlement, seront appliquées avec les effets qui, à mon avis, pourront voir le jour dans 1 an et demi, puisqu'évidemment, c'est une question de décongestion de la société. Et les sujets évoqués, assurance chômage et formation professionnelle, qui sont clés, la question du paritarisme... Ils sont liés pour vous à la réforme du travail, c'est-à-dire faciliter ou disons, rendre moins contraignants les licenciements pour les entreprises. Ça suppose aussi qu'on protège les salariés par la formation. Mais c'est le cas aussi quand on parle aujourd'hui de faciliter le licenciement. L'enjeu des ordonnances, c'était pas... Comment est-ce qu'un chef d'entreprise va pouvoir mieux licencier ? Parce que l'obsession du chef d'entreprise, c'est pas de licencier, en fait, monsieur Lachaud. Oui, l'obsession du chef d'entreprise, j'en suis bien d'accord. L'obsession du chef d'entreprise, c'est pas ça. J'en suis bien d'accord. Le problème, grâce à la majorité à laquelle j'appartiens, on augmente de 25% les indemnités de licenciement. Vous devriez vous en féliciter. C'est nous qui avons permis que cet amendement soit adopté. De la même manière, quand on parle du prud'homme, il y a un plafond. Et il y a un plancher. Ça n'existait pas, le plancher. Et en fonction de la juridiction que vous aviez, vous aviez des indemnités qui passaient de 1 au triple. C'était complètement la loterie. Vous pensez qu'il faut dire les choses, je vous sentais un peu réagir, vous pensez qu'il faut dire les choses franchement et dire oui, on va donner aussi aux entreprises la possibilité de licencier plus facilement ? Parce que je vous sentais tiquer sur cette formulation de Laurent Berger. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, c'est effectivement une réforme d'inspiration libérale. Le texte de Macron dans le Point est effectivement un texte d'inspiration libérale, même s'il y met des bémols. Et maintenant, mettons les pieds dans le plat sur ce sujet-là. Après, il sort quand même d'un été très compliqué où il a perdu 10 points en juillet et 10 points en août. Donc il y a une défiance dans le pays. La question, c'est de savoir si c'est l'anticipation des pertes des gens qui sont hostiles à la réforme du travail ou si c'est, deuxième hypothèse, des pertes qui sont liées à son comportement depuis qu'il a accédé à la présidence de la République en France. Il est évident que si ce n'est pas une anticipation des pertes liées à la loi sur le travail, ça va devenir très compliqué parce qu'il va perdre en plus un certain nombre de pourcentages de popularité quand va se mettre en place le mécanisme de la contestation. Moi, le danger que je vois dans ce genre de choses, c'est effectivement un danger qui nous ramène à la conversation sur l'histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va y avoir des manifestations. La France Insoumise va faire une manifestation qui est tout à fait honorable, légitime. Après, est-ce qu'on va voir arriver dans les rues de Paris les Black Blocs, c'est-à-dire tous ceux qui ont un rapport, d'opposition philosophique à la société, à l'horreur économique, et qui existent chez les zadistes, etc., et qui s'emparent de Paris, et est-ce que l'équipe gouvernementale, est-ce que la France Insoumise elle-même va assumer justement la protection de cette manifestation pour que ça ne dérape pas ? Il y a un problème. Enfin, il y a un problème. Il y a une vraie réflexion à avoir dans ce domaine-là. J'ai interviewé récemment Corbière. Il a donné, qui travaille avec vous, il a donné toutes les députés de la France Insoumise. Il a donné toutes les assurances possibles, imaginables. Mais il y a clairement un risque. Gouverner sans risque, ça n'existe pas, y compris le risque de la rue. Nicolas Sarkozy a infléchi sa politique économique uniquement parce qu'il répétait à ses interlocuteurs, vous savez, la France, c'est la France des spasmes. 1830, 1848, 1870, les grèves de 1906. C'est-à-dire qu'il y a un système démocratique en France qui, de temps en temps, est contesté par le spasme. Alors là, on a avancé quelque chose. Est-ce que le 23 septembre, c'est une journée
classique d'opposition ? Ou est-ce que c'est le début d'un spasme voulu par des gens qui vont rejoindre le cortège d'une opposition parlementaire pour y ajouter une opposition philosophique, une opposition violente ? Je pense souvent au monde étudiant qui se reconnaît dans ces Pour combats-là. l'instant, la FAGE n'a pas encore Pour semblé vouloir rejoindre le mouvement. pour l'instant, c'est un peu le suspense, et j'aime pas ce mot quand il s'agit d'une connotation qui pourrait être compliquée. Christine Kerdelan, dans l'entretien, au point en tout cas, Emmanuel Macron a l'air décidé, non pas à ralentir, mais même à accélérer le mouvement. Est-ce que vous y voyez-vous une forme de courage, de détermination, ou bien de ce qui pourrait être une provocation, voire une maladresse à l'égard de mouvements qui pourraient tenter de se coaliser contre cette réforme? Je crois qu'il applique simplement son programme. Il a été élu pour ça. On lui reproche en 100 jours de ne pas en avoir fait assez. Oui, on va voir ce qu'il dit d'ailleurs. Même Il dit si c'est 100 jours sur 1800, c'est le premier pays où on fait campagne 1825. pour être jugé au bout de 3 mois. Voilà, c'est ça. Il a 1825 jours et on le juge au bout de 100 jours. Donc je pense qu'il va simplement appliquer son programme. Et vous avez remarqué que les syndicats aussi aujourd'hui ont tous dit on a encore du pain sur la planche. Bon, ok, sur ce texte-là, on a obtenu des choses et pas tout. Mais maintenant, on a encore la réforme de l'UNEDIC, la réforme des retraites, etc. Et les régimes spéciaux. Et des régimes spéciaux. Exactement. Moi, ce qui m'effraie plus, c'est quand j'entends Madame Raquel Garrido de la France Insoumise qui dit précisément, et je l'ai noté là, on peut brusquer les événements, on n'attendra pas 2022. Elle a écrit ça sur son blog quand même. D'où la réflexion que j'avais auparavant. Qu'est-ce qu'il cherche exactement ? Exactement. Un affrontement, la légitimité du président, elle est où ? Bastien Lachaud, jusqu'où comptez-vous porter la contestation contre ce gouvernement et cette équipe au pouvoir ? C'est-à-dire ? C'est dans l'enceinte du Parlement et éventuellement dans des manifestations, C'est tout à la fois dans l'enceinte du Parlement et bien évidemment par notre droit constitutionnel de manifester pacifiquement dans la rue. Nous ferons les deux et nous assumerons les deux. Parce qu'à un moment donné, il n'est pas possible de laisser faire ce qui est en train d'être fait. Parce que moi, j'entends tout ce qu'on dit, tout ce que vous dites, mais ce n'est pas vrai. Ce projet de loi ne vise pas uniquement les TPE-PME, il permet également aux grands groupes, aux grandes multinationales, de licencier uniquement aujourd'hui. Vous savez, pour faire un plan social, il faut que l'entreprise soit déficitaire. Oui, là, il faut des difficultés au plan national et non pas à l'échelle du monde. Exactement. Donc, il suffit tous les autres pays du monde, mais notamment arrêtez de parler des autres pays du monde. On est en France. Parce que Si vous filiale- vouliez gouverner un autre pays, vous vous présentiez ailleurs. En Oui, non, France, mais vous vous comprenez que allez-y. Voilà, laissez-moi terminer. Il est très simple pour une entreprise multinationale de transvaser des bénéfices d'un pays vers le centre mondial et donc d'afficher des résultats déficitaires. Exactement. Exactement. C'est très facile et c'est régulièrement fait. Donc là, c'est un article de ces ordonnances qui facilite le licenciement des grandes entreprises. On est très loin des TPE-PME. Deuxième chose, vous nous expliquez... S'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu. On va laisser Bastien Lachaud terminer et puis vous réagirez. Vous disiez, la grande victoire, c'est on augmente de 5 points les indemnités de licenciement. La réalité... 5%, ouais. Oui, de 5 points, 5%. Non, 25%. Oui, au lieu de 20. Voilà, au lieu de 20. Au lieu d'un cinquième de salaire par année d'ancienneté, ce sera un quart. Voilà. C'est 5 points. Donc, le mois de salaire. Oui. Donc, le problème, c'est que quand dans le même temps, on crée la rupture conventionnelle collective, c'est-à-dire le fait qu'on puisse négocier en dehors des procédures de licenciement... Oui, mais c'est le choix des salariés quand même. Oui, sauf que on sait très bien que bien souvent, les salariés n'ont pas le choix. Si on reprend l'exemple de Goodyear... Mais ils ne le savent pas, c'est ça ? Oui, c'est ça. Goodyear, en 2008, on organise un référendum pour repasser aux 39 heures. Et sous la menace d'une délocalisation de l'usine. Que font les salariés ? Ils se sacrifient, ils disent « Ok, on va travailler 39 heures ». 2 ans plus tard, le patronat ferme l'usine, tout le monde est sur le carreau, et 10 ans plus tard, le patronat est condamné par la justice française pour avoir fait ça. Donc, on se rend bien compte que quand tout ce qu'on nous dit sur le patronat ne veut pas licencier, etc., oui, pour les petits patrons, bien sûr que le petit patron qui est payé le même prix que son salarié, ce n'est pas son objectif. Le problème, c'est qu'on parle aussi du grand patronat et des grandes entreprises du CAC 40. Et pour les TPE-PME, je reviens là-dessus. Ce qu'il faut faire, c'est augmenter leur carnet de commandes. Parce que si le carnet de commandes est plein, ils n'auront pas envie de licencier. Un mot de Guillaume Durand et un mot de conclusion ensuite d'Aurore Berger. Guillaume Durand. Je suis un peu perdu parce que d'abord, je trouve que vous n'avez pas suffisamment répondu sur le risque de la manifestation du 23 septembre parce que c'est un risque. Quand on dit blabla du combat, et ce que disait Christine tout à l'heure, il y a quand même, comme on dit au théâtre, un sous-texte. C'est-à-dire, vous voulez vous opposer à Emmanuel Macron, vous voulez faire sauter le régime.
Il suffit de répondre à cette question. Ah, mais tout simplement, faire sauter la 5e République, ça, c'est ce qu'on veut avec une 6e République. Non, mais Attendez, après, sur les manifestations, jusqu'à nouvel ordre, c'est quand même nous avons toujours manifesté, nous avons fait plusieurs marches de la France insoumise, qui se sont toujours très bien passées, qui ont été toujours faites dans une très bonne ambiance, familiale, etc. Donc, nous on sait organiser des marches. La marche du 23, on sait l'organiser. Pas sur l'Élysée. Évidemment qu'on ne marchera pas sur l'Élysée, mais bien évidemment, je rappelle quand même que c'est au gouvernement d'assurer la sécurité du cortège. Et la deuxième remarque que je voulais faire, parce que je parlais tout à l'heure de la crise de 2007, c'est-à-dire que vous raisonnez comme s'il n'y avait pas de contexte économique mondial. C'est faux. Mais si. Non. Mais regardez ce qui se passe. L'amortisseur social français en 2007, géré par Gordon Brown, c'était les Anglais ou Nicolas Sarkozy en France, ça a quand même relativement fonctionné pour que le pouvoir d'achat des Français ne s'effondre pas dans une attaque comme celle-là, qui est une attaque mondiale. Aujourd'hui, je comprends depuis le début votre interrogation sur la situation de l'homme par rapport au travail, mais je ne comprends rien au raisonnement économique que vous tenez dans le contexte de la mondialisation. Mais parce que vous restez dans le contexte de la mondialisation et vous refusez... On y est. Hein. Mais non, vous avez un portable, pas obligatoirement. Vous avez un portable. Et alors, il existe de très bons portables français et on pourrait en développer d'encore meilleurs. Monsieur, parce que nous avons la technologie pour le faire. Donc on pourrait tout à fait repenser un protectionnisme solidaire, parce que oui, on n'est pas contraint de rentrer en concurrence avec la Chine, avec les Chinois, parce que jamais le travailleur français ne sera concurrentiel avec le travailleur chinois. Aurore Berger. Je suis navrée de vous dire quand même que vous n'avez pas un abri anti-mondialisation qui protégerait la France. Si on le veut, on peut. Et que cette mondialisation, moi je préfère surtout qu'on ait une société qui soit en capacité de gagner dans cette mondialisation. Et on ne pourra jamais gagner. On ne gagnera jamais contre la Chine. Je suis défaitiste pour mon pays et pour nos emplois dans notre pays. Mais si vous pensez, c'est vous qui êtes défaitiste. Si vous pensez qu'il y a un protectionnisme heureux, tout à fait. Du jour au lendemain, tous les autres pays continueraient à prendre nos exportations, évidemment, parce qu'on pourrait continuer à vendre sans problème chez eux, mais on n'importerait plus rien solidaire. Chez eux. On discute avec les gens. Et on ne laisse pas la loi du marché nous dire. Je crains que ça ne marcherait pas. Et par rapport à ce que vous disiez sur le fait que on ouvre la possibilité justement qu'il en effet parfois des licenciements en appréciant un contexte national, vous considérez que tout de suite ça va être des plans sociaux monstrueux qui vont être faits. Moi, je vois un autre aspect, qui est surtout qu'aujourd'hui, quand il y a des arbitrages qui sont faits dans l'implantation de filiales de grandes entreprises internationales, si, je suis désolée, mais elles apprécient le contexte juridique dans lequel elles vont évoluer. Et moi, j'espère qu'on va en attirer et que ça va permettre de créer de l'emploi en France. Pour l'avoir un peu combattu, je voudrais apporter simplement un argument... qui est d'ailleurs un argument qu'à mon avis on défend tous. Mondialisation, oui. Le problème de la fiscalité de Facebook, c'est un scandale absolu. Et actuellement, la réponse n'est trouvée par personne. Parce qu'aujourd'hui, un cadre supérieur qui gagne 400 000 euros par mois, c'est un cadre très par an, qui est un cadre très supérieur, paye plus d'impôts que Facebook en France. C'est complètement anormal, ce système-là. Mais pour l'instant, la réponse ne fonctionne pas. Et donc, de ce point de vue-là, je peux partager une partie de vos inquiétudes sur la mondialisation, même si je ne les partage pas sur cette idée qu'on va tout d'un coup mettre une sorte de forteresse pour empêcher que ces courants ne passent, ce qui est totalement impossible. Vous parlez de Facebook, on peut parler de Google, et du cadeau fiscal que le gouvernement français vient de faire de plusieurs millions et milliards à Google en refusant d'appliquer des... C'est un problème qui se pose à tout le monde. Mais bien sûr, mais le gouvernement vient de faire un cadeau de plusieurs millions à Google. Avec cette réforme du Code du travail, le gouvernement va rendre plus attractive la France à des entreprises étrangères dont on espère au passage qu'elles paieront bien les impôts qui sont dus à l'État français. Alors, effectivement, sous cette réserve, Google, Amazon et compagnie, qui effectivement ne payent pas leurs impôts, qui est fondamentale, mais pour l'instant, aucun pays n'a trouvé une solution, mais je pense que si l'Europe s'y met globalement, on doit la trouver. Je crois effectivement que le travail d'Emmanuel Macron, depuis qu'il est arrivé, pas seulement avec cette loi travail, c'est ça, c'est de rendre la France plus attractive. Et pour l'instant, ça marche. C'est-à-dire que, pas curieusement, mais son image à l'extérieur est excellente. Alors, il ne faudrait pas tomber dans le syndrome Obama ou à son époque Michael Gorbatchev, c'est-à-dire qu'il soit plus aimé à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais pour l'instant, tout son travail, c'est ça. Et je suis convaincue que les réformes qui étaient attendues par nos voisins européens vont effectivement rendre la France plus attractive. Merci beaucoup Christine Kerdelan, merci aussi à Aurore Berger, merci à Bastien Lachaud et à Guillaume Durand d'avoir bien voulu débattre de ce qu'on connaît maintenant de la réforme du Code du travail ici en France. Restez avec nous, à suivre tout de suite un nouveau journal sur France 24. Dans la cuisine de ce restaurant branché de Bangkok, les insectes sont partout. Pourtant, pas de problème d'hygiène ici. Coléoptères et rampants sont des pièces de choix, ingrédients essentiels d'une cuisine thaï réinventée.
Ceux-là, ils vont dans une salade de pastèque. Normalement, dans ce genre de plat, on met du bacon grillé ou quelque chose comme ça. Mais à la place, on met des insectes grillés. Longtemps cantonné à la nourriture de rue, considérée comme le plat du pauvre, les insectes sont ici au cœur d'une cuisine gastronomique. Une évolution naturelle pour l'une des propriétaires du restaurant. Les Occidentaux ont découvert récemment les bienfaits nutritionnels des insectes et leur teneur en protéines. Mais dans la région, ils sont très bien connus. Les gens savent attraper, préparer et manger les différents types d'insectes. Désormais reconnus comme aliments à la fois nutritifs et durables, les insectes souffrent encore de leur image. Un problème que ces recettes gourmandes pourraient aider à résoudre. Au premier abord, c'est intéressant mais pas très appétissant. J'avais un peu peur d'essayer parce que c'est vrai que ça ressemble toujours à des insectes, mais c'était bien présenté. On a pris des raviolis de punaises d'eau et c'était vraiment très bon. Si ces assiettes vous dégoûtent malgré tout, vous pourrez toujours vous contenter d'un verre au bar, surmonté bien sûr de quelques amuse-gueules à 6 pattes.